et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Voilà un épisode qui arrive un peu plus tard que d'habitude. Malheureusement, je suis enrhumée et je trouve que ça s'entendait un petit peu trop à la voix jusqu'à maintenant. Voilà. Donc c'est parti, nous on retrouve le Londres du 19e siècle dans la brume, à la recherche de ce fameux Monsieur Hyde qui commence à être de plus en plus violent et qui vient d'assassiner un notable londonien. Voilà, sans plus attendre, c'est parti. Chapitre 6. Le remarquable incident du docteur Lanyon. Le temps s'écoulait. Des milliers de livres étaient offerts en récompense car la mort de Sir Danvers Carew constituait un malheur public. Mais M. Hyde se dérobait aux recherches de la police tout comme s'il n'eût jamais existé. Son passé, toutefois, révélait beaucoup de faits également peu honorables. On apprenait des exemples de la cruauté de cet homme aussi insensible que brutal, de sa vie de débauche, de ses étranges fréquentations, des haines qu'il avait provoquées autour de lui, mais sur ses faits et gestes présents, pas le moindre mot. À partir de la minute où il avait quitté sa maison de Soho, le matin du crime, il s'était totalement évanoui. De son côté, à mesure que le temps passait, M. Utterson se remettait peu à peu de sa chaude alarme et retrouvait sa placidité d'esprit. À son point de vue, la mort de St Danvers était largement compensée par la disparition de M. Hyde. Depuis que cette mauvaise influence n'existait plus, une vie nouvelle avait commencé pour le Dr Jekyll. Il sortait de sa réclusion, voyait de nouveau ses amis, redevenait leur hôte et leur boute-en-train habituel. Et s'il avait toujours été connu pour ses charités, il se distinguait non moins à cette heure par sa religion. Il était actif, sortait beaucoup, se portait bien. Son visage semblait épanoui et illuminé par l'intime conscience de son utilité sociale. Bref, durant plus de 2 mois, le docteur vécut en paix. Le 8 janvier, Utterson avait dîné chez le docteur en petit comité. Lanyon était là, et le regard de leur hôte allait de l'un à l'autre comme au temps jadis, alors qu'ils formaient un trio d'amis inséparables. Le 12 et à nouveau le 14, le notaire trouva porte close. Le docteur, lui annonça Poole, s'était enfermé chez lui et ne voulait recevoir personne. Le 15, il fit une nouvelle tentative et essuya le même refus. Comme il s'était réhabitué depuis 2 mois à revoir son ami presque quotidiennement, ce retour à la solitude lui pesa. Le 5e soir, il retint Guest à dîner avec lui et le 6e, il se rendit chez le docteur Lanyon. Là, du moins, on ne refusa pas de le recevoir. Mais lorsqu'il entra, il fut frappé du changement qui s'était produit dans l'apparence du docteur. Celui-ci avait son arrêt de mort inscrit en toutes lettres sur son visage. Cet homme au teint florissant était devenu blême, ses chairs s'étaient flétries. Il était visiblement plus chauve et plus vieux. Mais ce qui retint l'attention du notaire, plus encore que ces témoignages d'une prompte déchéance physique, ce fut une altération du regard et de la manière d'être qui semblait révéler une âme en proie à quelque terreur profonde. Il était peu vraisemblable que le docteur dût craindre la mort, et ce fut néanmoins là ce qu'Utterson fut tenté de soupçonner. Oui, songeait-il, comme médecin, il ne peut manquer de savoir où il en est et que ses jours sont comptés, cette certitude l'accable. Et néanmoins, quand Utterson lui parla de sa mauvaise mine, ce fut avec un air de grande fermeté que Lanyon se déclara condamné. « J'ai reçu un coup, dit-il, dont je ne me remettrai pas. Ce n'est plus qu'une question de semaines, tant pis. La vie avait du bon, je l'aimais. Oui, monsieur, je m'étais habitué à l'aimer. Je songe parfois que si nous savions tout, nous n'aurions plus d'autre désir que de disparaître. »« Jekyll est malade, lui aussi, remarqua Utterson. L'avez-vous vu ?» Mais Lanyon changea de visage et il leva une main tremblante. « Je refuse désormais de voir le docteur Jekyll ou d'entendre parler de lui, dit-il d'une voix forte et mal assurée. J'ai rompu à tout jamais avec cet homme et je vous prie de m'épargner toute allusion à quelqu'un que je considère comme mort. » M. Utterson eut un clappement de langue désapprobateur et après un long silence il demanda. « Ne puis-je rien faire? Nous sommes 3 fort vieux amis, Lanyon. Nous ne vivrons plus assez longtemps pour en trouver d'autres. » « Il n'y a rien à faire, répliqua Lanyon, interrogez-le lui-même. »« Il refuse de me voir, dit le notaire. Cela ne m'étonne pas, repartit l'autre. Un jour, Utterson, lorsque je serai mort, vous apprendrez peut-être les bonnes et les mauvaises raisons de cette rupture. Je ne puis vous les dire. Et en attendant, si vous vous sentez capable de vous asseoir et de parler d'autre chose, pour l'amour de Dieu, restez et faites-le.
Mais si vous ne pouvez pas vous empêcher de revenir sur ce maudit sujet, alors au nom de Dieu, allez-vous-en, car je ne le supporterai pas. » Sitôt rentré chez lui, Utterson se mit à son bureau et écrivit à Jekyll, se plaignant d'être exclu de chez lui et lui demandant la cause de cette fâcheuse brouille avec Lanyon. Le lendemain, il reçut une longue réponse rédigée en termes plus souvent très véhéments, mais çà et là d'une obscurité impénétrable. Le différend avec Lanyon était sans remède. « Je ne blâme pas notre vieil ami, écrivait Jekyll, mais je partage son avis que nous ne devons jamais nous revoir. J'ai l'intention dorénavant de mener une vie extrêmement retirée. Il ne faut pas vous en étonner, vous ne devez pas non plus douter de mon amitié, si ma porte est souvent condamnée, même pour vous. Laissez-moi suivre ma voie ténébreuse. J'ai attiré sur moi un châtiment et un danger qu'il m'est interdit de préciser. Si je suis un grand coupable, je souffre aussi en proportion. Je ne croyais pas que cette terre pût renfermer des souffrances et des terreurs à ce point démoralisantes. La seule chose que vous puissiez faire pour alléger mon sort, Utterson, c'est de respecter mon silence. » Utterson en fut stupéfait. La sinistre influence de Hyde avait disparu, le docteur était retourné à ses travaux et à ses amitiés d'autrefois. 8 jours plus tôt, l'avenir le plus souriant lui promettait une vieillesse heureuse et honorée, et voilà qu'en un instant, amitié, paix d'esprit et toutes les joies de son existence sombraient à la fois. Une métamorphose aussi complète et aussi imprévue relevait de la folie. Mais, d'après l'attitude et les paroles de Lanyon, elle devait avoir une raison plus profonde et cachée. Au bout de 8 jours, Lanyon s'alita, et en un peu moins d'une quinzaine, il était mort. Le soir des funérailles, qui l'avaient affecté douloureusement, Utterson s'enferma à clé dans son cabinet de travail, et s'attablant à la lueur mélancolique d'une bougie, sortit et étala devant lui une enveloppe libellée de la main et scellée du cachet de son ami défunt. Confidentiel, destiné à J.G. Utterson seul et en cas de sien prédécès à détruire telle qu'elle, disait la suscription impérative. Le notaire redoutait de passer au contenu. « J'ai déjà enterré un ami aujourd'hui, songeait-il, qui sait si ce papier ne va pas m'en coûter un second. » Mais il repoussa cette crainte comme injurieuse et rompit le cachet. Il y avait à l'intérieur un autre pli également scellé et dont l'enveloppe portait à n'ouvrir qu'en cas de mort ou de disparition du docteur Henry Jekyll. Utterson n'en croyait pas ses yeux. Oui, le mot disparition y était bien. Ici encore, de même que dans l'absurde testament qu'il avait depuis longtemps restitué à son auteur, ici encore se retrouvait l'idée de disparition accolée au nom d'Henry Jekyll. Mais dans le testament, cette idée avait jailli de la sinistre inspiration du sieur Hyde. On ne l'y employait que dans un dessin trop clair et trop abominable. Écrit de la main de Lanyon, que pouvait-il signifier? Une grande curiosité envahit le dépositaire. Il fut tenté de passer outre à l'interdiction et de plonger tout de suite au fond de ces mystères. Mais l'honneur professionnel et la parole donnée à son ami défunt lui imposaient des obligations impérieuses, et le paquet alla dormir dans le coin le plus reculé de son coffre-fort. Il est plus facile de réfréner sa curiosité que de l'abolir, et on peut se demander si, à partir de ce jour, Utterson rechercha avec le même empressement la compagnie de son ami survivant. Il songeait avec lui avec bienveillance, mais ses pensées étaient inquiètes et pleines de crainte. Il alla bien pour lui faire visite, mais il fut presque soulagé de se voir refuser l'entrée de chez lui. Peut-être, au fond, préférait-il causer avec Poole sur le seuil, à l'air libre et environné par les bruits de l'immense capitale, plutôt que d'être reçu dans ce domaine d'une volontaire servitude pour rester à s'entretenir avec son impénétrable reclus. Poole n'avait d'ailleurs que des nouvelles assez fâcheuses à communiquer. Le docteur, d'après lui, se confinait de plus en plus dans le cabinet au-dessus du laboratoire, où il couchait même quelquefois. Il était triste et abattu, devenait de plus en plus taciturne et ne lisait plus. Il semblait rongé de soucis. Utterson s'accoutuma si bien à l'uniformité de ses rapports qu'il diminua peu à peu la fréquence de ses visites. Chapitre 7. L'incident de la fenêtre. Un dimanche, comme M. Utterson faisait avec M. Enfield sa promenade coutumière, il arriva que leur chemin les fit passer de nouveau par la petite rue. Arrivés à hauteur de la porte, tous deux s'arrêtèrent pour la considérer.
Allons, dit Enfield, voilà cette histoire-là enfin terminée, nous ne reverrons plus jamais Monsieur Hyde. Je l'espère, dit Utterson. Vous ai-je jamais raconté que je l'ai vu une fois et que j'ai partagé votre sentiment de répulsion? L'un ne pouvait aller sans l'autre, répliqua Enfield, et entre parenthèses, combien vous avez dû me juger stupide d'ignorer que cette porte fut une sortie de derrière pour le docteur Jekyll. C'est en partie de votre faute si je l'ai découvert par la suite. Alors, vous y êtes arrivé en fin de compte, reprit Utterson, mais puisqu'il en est ainsi, rien ne nous empêche d'entrer dans la cour et de jeter un coup d'œil aux fenêtres. À vous parler franc, je ne suis pas rassuré au sujet de ce pauvre Jekyll. Et même du dehors, il me semble que la présence d'un ami serait capable de lui faire du bien. Il faisait très froid et un peu humide dans la cour, et le crépuscule emplissait déjà, bien que le ciel, tout là-haut, fût encore illuminé par le soleil couchant. Des 3 fenêtres, celle du milieu était à demi ouverte, et installée derrière, prenant l'air avec une mine d'une désolation infinie, tel un prisonnier sans espoir, le docteur Jekyll apparut à Utterson. « Tiens, vous voilà, Jekyll » s'écria ce dernier. « Vous allez mieux, j'espère. »« Je suis très bas, Utterson, » répliqua mornement le docteur. « Très bas. Je n'en ai plus pour longtemps, Dieu merci. »« Vous restez trop enfermé, » dit le notaire. « Vous devriez sortir un peu afin de vous fouetter le sang, comme M. Enfield et moi. Je vous présente mon cousin, M. Enfield. Le docteur Jekyll. Allons, voyons, prenez votre chapeau et venez faire un petit tour avec nous. »« Vous êtes bien bon, » soupira l'autre, « cela me ferait grand plaisir, mais non, 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 c'est absolument impossible, je n'ose pas. Quand même, Utterson, je suis fort heureux de vous voir, c'est pour moi un réel plaisir. Je vous prierais bien de monter avec M. Enfield, mais la pièce n'est vraiment pas en état. Ma foi, tant pis, dit le notaire, avec bonne humeur, rien ne nous empêche de rester ici en bas et de causer avec vous d'où vous êtes. C'est précisément ce que j'allais me hasarder à vous proposer, répliqua le docteur avec un sourire. Mais il n'avait pas achevé sa phrase que le sourire s'éteignit sur son visage et fit place à une expression de terreur et de désespoir si affreuse qu'elle glaça jusqu'aux moelles des 2 gentlemen d'en bas. Ils ne l'aperçurent d'ailleurs que dans un éclair, car la fenêtre se referma instantanément. Mais cet éclair avait suffi, et tournant les talons, ils sortirent de la cour sans prononcer un mot. Dans le même silence, ils remontèrent la petite rue, et ce fut seulement à leur arrivée dans une grande artère voisine, où persistaient, malgré le dimanche, quelques traces d'animation, que M. Utterson se tourna enfin et regarda son compagnon. Tous 2 étaient pâles, et leurs yeux reflétaient un effroi identique. « Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous pardonne » répéta M. Utterson. Mais M. Enfield se contenta de hocher très gravement la tête et se remit à marcher en silence. Chapitre 8. La dernière nuit. Un soir, après dîner, comme M. Utterson était assis au coin de son feu, il eut l'étonnement de recevoir la visite de Poole. « Miséricorde, Poole, qu'est-ce qui vous amène » s'écria-t-il. Et puis, l'ayant considéré avec plus d'attention, « Qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que le docteur est malade ?»« Monsieur Utterson, dit l'homme, il y a quelque chose qui ne va pas droit. Prenez un siège, voici un bon verre de vin pour vous, dit le notaire. Maintenant, ne vous pressez pas et exposez-moi clairement ce que vous désirez. Monsieur, répliqua Poole, vous savez que le docteur a pris l'habitude de s'enfermer. Eh bien, il s'est enfermé de nouveau dans son cabinet de travail, et cela ne me plaît pas, monsieur. Que je meure si cela me plaît. Monsieur Utterson, je vous assure, j'ai peur. Voyons, mon brave, dit le notaire, expliquez-vous, de quoi avez-vous peur? Il y a déjà près d'1 semaine que j'ai peur, répliqua Poole, faisant la sourde oreille à la question, et je ne peux plus supporter cela. La physionomie du domestique confirmait amplement ses paroles. Il n'avait plus aucune tenue, et à part le moment où il avait d'abord avoué sa peur, il n'avait pas une seule fois regardé le notaire en face. À présent même, il restait assis, le verre de vin posé intact sur son genou, et le regard fixé sur un coin du parquet. « Je ne veux plus supporter ça, » répétait-il. « Allons, Poole, dit le notaire, je vois que vous avez bien quelques bonnes raisons, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va réellement pas droit. Essayez de me raconter ce que c'est. »« Je crois qu'il s'est commis un mauvais coup, » dit Poole d'une voix rauque. « Un mauvais coup » s'exclama le notaire, passablement effrayé et assez porté à se fâcher en conséquence. « Quel mauvais coup? Qu'est-ce que cela signifie ?»« Je n'ose pas dire, monsieur, reprit l'autre, mais voulez-vous venir avec moi vous rendre compte par vous-même ?
Pour toute réponse, M. Utterson se leva et alla prendre son chapeau et son pardessus. Mais il fut tout étonné de voir quel énorme soulagement exprimaient les traits du maître d'hôtel, et il s'étonna peut-être autant de voir le vin toujours intact dans le verre du valet lorsque Lucie le déposa pour partir. C'était une vraie nuit de mars, tempétueuse et froide. Un pâle croissant de lune, couché sur le dos comme si le vent l'eût culbuté, luisait sous un tissu diaphane et léger de fuyantes effilochures nuageuses. Le vent coupait presque la parole et sa flagellation mettait le sang au visage. Il semblait en outre avoir vidé les rues de passants plus qu'à l'ordinaire, et M. Utterson croyait n'avoir jamais vu cette partie de Londres aussi déserte. Il eût préféré le contraire. Jamais encore il n'avait éprouvé un désir aussi vif de voir et de coudoyer ses frères humains. Car en dépit de ses efforts, il avait l'esprit accablé sous un angoissant pressentiment de catastrophe. Lorsqu'ils arrivèrent sur la place, le vent y soulevait des tourbillons de poussière et les ramures squelettiques du jardin flagellaient les grilles. Poule, qui durant tout le trajet n'avait cessé de marcher un pas ou deux en avant, fit halte au milieu de la chaussée et malgré l'âpre brise, il retira son chapeau et s'épongea le front avec un mouchoir de poche rouge. Mais en dépit de la course rapide, ce qu'il essuyait n'était pas la transpiration due à l'exercice, mais bien la sueur d'une angoisse qui l'étranglait, car sa face était blême et sa voix, lorsqu'il reprit la parole, rauque et entrecoupée. « Eh bien, monsieur, dit-il, nous y voici, et Dieu fasse qu'il ne soit pas arrivé de malheur. »« Ainsi soit-il, Poule, » dit le notaire. Là-dessus, le valet heurta d'une façon très discrète. La porte s'ouvrit, retenu par la chaîne, et de l'intérieur une voix interrogea. « C'est vous, Poule ?»« Tout va bien, » répondit Poule. « Ouvrez. » Le vestibule où ils pénétrèrent était brillamment éclairé. On avait fait un grand feu, et autour de l'âtre toute la domesticité se tenait rassemblée en tas comme un troupeau de moutons. À la vue de M. Utterson, la femme de chambre fut prise de gênements nerveux, et la cuisinière, s'écriant « Dieu merci, voilà M. Utterson », s'élança au-devant de lui comme pour lui sauter au cou. « Quoi donc, que faites-vous tous ici ?» interrogea le notaire avec aigreur. « C'est très irrégulier, très incorrect. S'il le savait, votre maître serait loin d'être satisfait. »« C'est qu'ils ont tous peur, » dit Poule. Nul ne protesta, et il se fit un grand silence. On n'entendait que la femme de chambre, qui s'était mise à pleurer tout haut. « Taisez-vous, » lui dit Poule d'un ton furieux qui témoignait de son énervement personnel. Et de fait, quand la femme de chambre avait tout à coup haussé la gamme de ses lamentations, tous avaient tressailli et s'étaient tournés vers la porte intérieure avec des airs de crainte et d'anxiété. « Et maintenant, » continua le maître d'hôtel en s'adressant au marmiton, « passez-moi un bougeoir, nous allons tirer cela au clair tout de suite. » Puis, ayant prié M. Utterson de le suivre, il l'emmena dans le jardin de derrière. « À présent, monsieur, lui dit-il, vous allez faire le moins de bruit possible. Je tiens à ce que vous entendiez, et je ne tiens pas à ce qu'on vous entende. Et surtout, monsieur, si par hasard il vous demandait d'entrer, n'y allez pas. » À cette conclusion imprévue, M. Utterson eut un sursaut nerveux qui manqua lui faire perdre l'équilibre. Mais il rassembla son courage et suivit le maître d'hôtel dans le bâtiment du laboratoire. Puis, traversant l'amphithéâtre de 6 sections, encombré de touris et de flacons, il arriva au pied de l'escalier. Là, Poule lui fit signe de se reculer de côté et d'écouter. Et lui-même, déposant le bougeoir et faisant un appel visible à toute sa résolution, monta les marches et d'une main mal assurée frappa sur la serge rouge de la porte du cabinet. « Monsieur, c'est monsieur Utterson qui demande à vous voir, » annonça-t-il. Et en même temps, d'un geste impératif, il engagea le notaire à prêter l'oreille. Une voix plaintive répondit de l'intérieur. « Dites-lui qu'il m'est impossible de recevoir qui que ce soit. »« Bien, monsieur, dit Poule, avec dans la voix une sorte d'accent de triomphe. » Et, reprenant le bougeoir, il ramena M. Utterson par la cour jusque dans la grande cuisine, où le feu était éteint et où les blattes sautillaient sur le carreau. « Monsieur, dit-il en regardant M. Utterson dans les yeux, était-ce la voix de mon maître ?»« Elle m'a paru bien changée, répondit le notaire très pâle, mais sans détourner le regard. « Changée ? Certes oui, je le pense, reprit le maître d'hôtel. Après 20 ans passés dans la demeure de cet homme, pourrais-je ne pas connaître sa voix? Non, monsieur. On a fait disparaître mon maître. On l'a fait disparaître il y a 8 jours, lorsque nous l'avons entendu invoquer le nom de Dieu.
Et qui est là, à l'intérieur, à sa place? Et pourquoi on reste là? Monsieur Utterson, c'est une chose qui crie vengeance au ciel. Voici un conte bien étrange, Poole, voici un conte plutôt invraisemblable, mon ami, dit monsieur Utterson en se mortillant le doigt. À supposer qu'il en soit comme vous l'imaginez, à supposer que le docteur Jekyll ait été, eh bien oui, assassiné, quel motif de rester pourrait avoir son meurtrier? Cela ne tient pas debout, cela ne supporte pas l'examen. Eh bien, monsieur Utterson, vous êtes difficile à convaincre, mais je ne désespère pas d'y arriver, dit Poole. Toute cette dernière semaine, sachez-le donc, cet homme ou cet être, ou je ne sais quoi, qui loge dans le cabinet, n'a cessé jour et nuit de réclamer à corps et à cri un certain médicament sans arriver à l'obtenir à son idée. Il lui arrivait de temps à autre, c'est de mon maître que je parle, d'écrire ses ordres sur une feuille de papier qu'il jetait dans l'escalier. Nous n'avons rien eu d'autre ces 8 derniers jours, rien que des papiers et portes de bois, et jusqu'au repas qu'on lui laissait là et qu'il rentrait en cachette lorsque personne ne le voyait. Eh bien, monsieur, tous les jours, oui, et même des fois 2 ou 3 fois dans une seule journée, c'était des ordres et des réclamations, et il m'a fallu courir chez tous les droguistes en gros de la ville. Chaque fois que je rapportais le produit, c'était un nouveau papier pour me dire de le renvoyer parce qu'il n'était pas pur et un nouvel ordre pour une autre maison. Ce produit, monsieur, on en a terriblement besoin pour je ne sais quel usage. Avez-vous gardé quelqu'un de ces papiers? Demanda monsieur Utterson. Poole fouilla dans sa poche et en sortit un billet tout froissé que le notaire, se penchant plus près de la bougie, déchiffra avec attention. En voici le contenu. Le docteur Jekyll présente ses salutations à monsieur Moe. Il leur affirme que le dernier échantillon qu'ils lui ont fait parvenir est impur et absolument inutilisable pour son présent besoin. Le docteur Jekyll en a acheté une assez grande quantité chez monsieur Moe. Il est pris aujourd'hui de vouloir bien faire les recherches les plus diligentes et s'il leur en reste un peu de la même qualité, de le lui envoyer aussitôt. Peu importe le coût. Ce produit est pour le docteur Jekyll d'une importance tout à fait exceptionnelle. Jusqu'ici, l'allure du billet s'était maintenue suffisamment normale. Mais arrivé là, écorchant soudain le papier d'une plume rageuse, le scripteur avait donné libre cours à ses sentiments. Pour l'amour de Dieu, ajoutait-il, retrouvez-moi un peu de l'ancien. Voici un billet étrange, dit M. Utterson. Puis avec sévérité, comment se fait-il que vous l'ayez toute décachetée en votre possession? L'employé de chez Moe était si fort en colère, monsieur, qu'il me l'a rejeté comme de l'ordure, répondit Poole. C'est indiscutablement l'écriture du docteur, vous savez, reprit le notaire. Je me disais bien qu'il y ressemblait, dit le serviteur mal convaincu. Et puis, sur un nouveau ton, il reprit. Mais qu'importe l'écriture, puisque je l'ai vue. Vous l'avez vue? Répéta M. Utterson. Et alors? Tenez, dit Poole, voici la chose. Je suis entré tout d'un coup dans l'amphithéâtre venant du jardin. Il avait dû se glisser au dehors pour se mettre en quête du produit ou faire je ne sais quoi, car la porte du cabinet était ouverte et il se trouvait tout au fond de la salle en train de fourrager parmi les touris. À mon arrivée, il leva les yeux, poussa comme un cri plaintif et s'enfuit par l'escalier jusque dans le cabinet. Je ne l'ai vu qu'une minute, mais les cheveux m'en ont dressé sur le crâne comme des baguettes. Dites, monsieur, si c'était là mon maître, pourquoi avait-il un masque sur la figure? Si c'était mon maître, pourquoi a-t-il poussé ce cri de rat et pourquoi s'est-il sauvé en me voyant? Je l'ai servi assez longtemps. Et puis... Mais l'homme se tut et se passa la main sur le visage. Toutes ces circonstances sont en effet bien bizarres, dit M. Utterson, mais je crois que je commence à y voir clair. Votre maître, Toutes ces circonstances sont en effet bien bizarres, dit M. Utterson, mais je crois que je commence à y voir clair. Votre maître, Poole, est sans nul doute atteint d'une de ces maladies qui torturent à la fois et défigurent leurs victimes. De là, selon toute probabilité, l'altération de sa voix. De là, le masque et son éloignement de ses amis. De là, son anxiété de trouver ce produit grâce auquel la pauvre âme garde l'espoir d'une guérison finale. Dieu fasse que cet espoir ne soit pas trompé. Voilà mon explication. Elle est suffisamment triste, Poole, voire même affreuse à envisager, mais elle est simple et naturelle, elle est cohérente, et elle nous délivre de toute crainte exagérée. Monsieur, dit le maître d'hôtel, envahi d'une pâleur livide, cet être n'était pas mon maître, et voilà la vérité. Mon maître, et ce disant, il regarda autour de lui, et baissa la voix, est un homme grand, et bien fait, et celui-ci était une sorte de nabot. Utterson voulut protester. « Oh, monsieur !»
s'écria Poule. « Croyez-vous que je ne connaisse pas mon maître au bout de 20 ans? Croyez-vous que je ne sache pas à quelle hauteur sa tête arrive dans l'encadrement de la porte du cabinet où je l'ai vu chaque matin de ma vie? Non, monsieur, jamais. Cet être au masque n'était pas le docteur Jekyll, et c'est mon intime conviction qu'il y a eu assassinat. » « Poule, répliqua le notaire, dès lors que vous dites cela, je vais me trouver dans l'obligation de m'en assurer. Malgré tout mon désir de ménager les sentiments de votre maître, malgré tous mes doutes, en présence de ce billet qui semble prouver qu'il est encore vivant, je dois considérer comme de mon devoir de forcer cette porte. « Ah, monsieur Utterson, voilà qui est parlé !» s'écria le maître d'hôtel. « Et maintenant passons à une autre question, » reprit Utterson. « Qui va s'en charger ?»« Mais vous et moi, monsieur, » répliqua l'autre sans sourciller. « Très bien, » déclara le notaire, « et quoi qu'il en résulte, je saurai faire en sorte que vous n'y perdiez rien. »« Il y a une hache dans l'amphithéâtre, » continua Poule, « et vous pourriez prendre pour vous le tisonnier de la cuisine. » Le notaire s'empara de cet outil grossier, mais pesant, et le brandit. « Savez-vous, Poule, dit-il en levant les yeux, que nous allons, vous et moi, nous exposer à un certain danger ? » « Certes, monsieur, vous pouvez bien le dire, » répondit le maître d'hôtel. « Il vaut donc mieux parler franc. Nous en savons l'un et l'autre plus long que nous n'en avons dit. Nous ne cachons plus rien. Cet individu masqué que vous avez vu, l'avez-vous reconnu? Ma foi, monsieur, cela s'est fait si vite et cette créature était tellement courbée en deux, mais je n'en jurerai pas. Mais si vous voulez dire, était-ce monsieur Hyde? Eh bien oui, je crois que c'était lui. Voyez-vous, il était à peu près de la même carrure, il avait la même démarche, leste et agile, et d'ailleurs qui d'autre aurait pu s'introduire par la porte du laboratoire? N'oubliez pas, monsieur, que lors du crime, il avait encore la clé sur lui. Mais ce n'est pas tout. Je ne sais, monsieur Utterson, si vous avez jamais rencontré ce monsieur Hyde. « Si fait, » répliqua le notaire, « j'ai causé une fois avec lui. En ce cas, vous devez savoir aussi bien que nous tous que ce gentleman avait quelque chose de bizarre, quelque chose qui vous retournait. Je ne sais vraiment pas m'expliquer autrement que ceci. On se sentait devant lui comme un vide et un froid dans les moelles. J'avoue que j'ai éprouvé un peu ce que vous dites là, fit M. Utterson. Vous y êtes, monsieur. Eh bien, quand cette créature masquée a jailli tel un singe d'entre les produits chimiques et a filé dans le cabinet, c'est comme de la glace qui m'est descendue le long de l'échine. Oh, je sais bien que ce n'est pas une preuve, monsieur Utterson, je suis assez instruit pour cela, mais on a sa petite jugeote, et je vous jure sur la Bible que c'était là monsieur Hyde. Soit, soit, dit le notaire, mes craintes m'inclinent à le croire aussi. Du mal, j'en ai peur, il ne pouvait sortir que du mal de cette relation. Si fait, vraiment, je vous crois. Je crois que ce pauvre Harry a été tué, et je crois que son assassin, dans quel but Dieu seul pourrait le dire, s'attarde encore dans la demeure de sa victime. Eh bien, nous lui apporterons la vengeance. Faites venir Bradshaw. Le valet désigné arriva, très pâle et énervé. « Remettez-vous, Bradshaw, lui dit le notaire. Cette attente, je le sais, vous est pénible à tous, mais nous avons pris la résolution d'en finir. Poule que voici et moi, nous allons pénétrer de vive force dans le cabinet. Si tout est en règle, j'ai assez bon dos pour supporter la responsabilité. Cependant, de crainte qu'il y ait réellement du mauvais ou qu'un malfaiteur ne tente de s'échapper par les derrières, vous ferez le tour par le coin avec le marmiton muni d'une bonne trique chacun et vous vous posterez à la porte du laboratoire. Nous vous laissons 10 minutes pour prendre vos dispositions. » Tandis que Bradshaw s'éloignait, le notaire, consultant sa montre, ajouta « Et maintenant, Poule, prenons les nôtres. » Et, en portant le tisonnier sous son bras, il s'avança le premier dans la cour. Les nuages s'étaient amoncelés devant la lune, et il faisait à cette heure tout à fait noir. Le vent, qui n'arrivait au fond de ce puits de bâtiment que par bouffées intermittentes, faisait vaciller la flamme de la bougie. Mais enfin, ils arrivèrent dans l'abri de l'amphithéâtre où ils s'assirent pour attendre en silence. La rumeur grandiose de Londres s'élevait de toutes parts, mais à proximité immédiate, le silence n'était interrompu que par le bruit d'un pas allant et venant sur le parquet du cabinet. « C'est ainsi qu'il marche toute la journée, monsieur, » chuchota Poule. « Oui, et voire la plus grande partie de la nuit. Il n'y a un peu de répit que quand il reçoit un nouvel échantillon de chez le droguiste. Ah ! Il faut une bien mauvaise conscience pour être ainsi ennemi du repos. Ah, monsieur, quand chacun de ses pas il y a du sang traiteusement répandu. Mais écoutez encore d'un peu plus près, mettez votre cœur dans votre ouïe, monsieur Utterson, et dites-moi, est-ce l'allure du docteur?
Les pas résonnaient, furtifs et légers et quasi dansants, malgré leur lenteur. Ils différaient complètement de la marche pesante et sonore de Henry Jekyll. Utterson poussa un soupir et demanda « Est-ce qu'on n'entend jamais rien d'autre ?» Poole fit un signe affirmatif et répondit « Si, une fois je l'ai entendu pleurer. »« Pleurer, comment cela ?» reprit le notaire, envahi tout à coup d'un frisson d'horreur. « Pleurer comme une femme ou comme une âme en peine, » répondit le maître d'hôtel. « Quand je suis parti, cela m'est resté sur le cœur si bien que j'en aurais pleuré aussi. » Mais les 10 minutes tiraient à leur fin. Poole sortit la hache de dessous un tas de paille d'emballage. On déposa le bougeoir sur la table la plus proche afin d'y voir clair pour l'attaque, et retenant leur souffle, tous deux s'approchèrent du lieu où ce pas inlassable allait sans cesse de long en large et de large en long dans le calme de la nuit. « Jekyll !» appela Utterson d'une voix forte, « je demande à vous voir. » Il se tut quelques instants mais ne reçut pas de réponse. Il reprit. « Je vous en préviens tout net, nos soupçons sont éveillés, il faut que je vous voie et je vous verrai. Si ce n'est par la persuasion, ce sera autrement. Si ce n'est pas de votre bon gré, ce sera par la violence. »« Utterson !» cria la voix, « pour l'amour de Dieu, ayez pitié. »« Ah, ce n'est pas la voix de Jekyll, c'est celle de Hyde !» s'écria Utterson. « Enfoncez la porte, Poole !» Et Poole balança la hache par-dessus son épaule. Sous le coup, le bâtiment retentit et la porte à serge rouge rebondit contre la serrure et les gonds. Du cabinet jaillit un hurlement de détresse d'une épouvante tout animale. La hache se releva de nouveau, et de nouveau les panneaux craquèrent et l'encadrement sursauta. À 4 reprises, le coup retomba, mais le bois était dur et la menuiserie solide. Ce fut seulement au 5e que la serrure disjointe s'arracha et que les débris de la porte s'abattirent à l'intérieur sur le tapis. Les assiégeants, intimidés par leur propre tapage et par le silence qui lui avait succédé, hésitèrent un peu et regardèrent dans le cabinet qui s'étalait sous leurs yeux à la paisible lumière de la lampe. Un bon feu clair pétillait dans l'âtre, la bouilloire chantonnait son léger refrain, on voyait 2 ou 3 tiroirs ouverts, des papiers disposés en ordre sur la table de travail, et tout près du feu le nécessaire préparé pour le thé. On eût dit l'intérieur le plus tranquille, et à part les étagères vitrées pleines d'instruments de chimie, le plus banal qu'il y eût ce soir-là dans tout Londres. Au beau milieu gisait le corps d'un homme tordu par l'agonie et encore palpitant. Ils s'approchèrent à pas légers, le retournèrent sur le dos et reconnurent les traits de M. Hyde. Il était vêtu d'habits beaucoup trop grands pour lui, d'habits faits à la taille du docteur. Les muscles de son visage vibraient encore d'une apparence de vie, mais la vie elle-même l'avait bien abandonné. La fiole broyée qui tenait encore, avec l'odeur d'amande amère qui flottait dans la pièce, révélèrent à Utterson qu'il avait devant lui le cadavre d'un suicidé. « Nous sommes arrivés trop tard, dit-il d'un ton sévère, aussi bien pour sauver que pour punir. Hyde est allé trouver son juge, il ne nous reste plus qu'à découvrir le corps de votre maître. » La portion du bâtiment, de beaucoup la plus importante, était occupée par l'amphithéâtre qui constituait presque tout le rez-de-chaussée et recevait le jour d'en haut, et par le cabinet qui formait le premier étage à un bout et prenait vue sur la cour. Un corridor reliait l'amphithéâtre à la porte donnant sur la petite rue. En outre, le cabinet communiquait séparément avec celle-ci par un second escalier. Il y avait aussi plusieurs réduits obscurs et une vaste cave. Tout cela fut alors minutieusement passé en revue. Chaque réduit n'exigea qu'un coup d'œil car tous étaient vides, et à voir la poussière qui tombait de leurs portes, aucun d'eux n'avait de longtemps été ouvert. La cave, il est vrai, était encombrée d'un amas d'objets hétéroclites datant pour la plupart de l'époque du chirurgien prédécesseur de Jekyll, mais rien qu'en ouvrant la porte, ils furent avertis de l'inutilité de plus amples recherches. Par la chute d'un revêtement compact de toile d'araignée qui avait depuis des ans condamné l'entrée. Nulle part on ne voyait trace de Henry Jekyll, ni mort, ni vivant. Poole frappa du pied les dalles du corridor. « Il doit être enterré là, dit-il en prêtant l'oreille à la résonance, à moins qu'il se soit enfui, dit Utterson. Et il s'en alla examiner la porte de la petite rue. Elle était fermée à clé, et tout auprès, gisant sur les dalles, se trouvait la clé, déjà tachée de rouille.
Elle n'a pas l'air de servir beaucoup, remarqua le notaire. De servir répéta Poole. Ne voyez-vous donc pas, monsieur, qu'elle est brisée comme si quelqu'un avait donné un coup de talon dessus? C'est juste, fit Utterson, et même les cassures sont rouillées. Les deux hommes s'entre-regardèrent ébahis. Ceci me dépasse, Poole, dit le notaire. Retournons dans le cabinet. Ils gravirent l'escalier en silence, et non sans jeter par intervalles au cadavre un regard terrifié, se mirent à examiner plus en détail le contenu de la pièce. Sur une table se voyaient des traces d'opérations chimiques. Plusieurs tas dosés d'un sel blanchâtre étaient préparés sur des soucoupes de verre, comme pour une expérience au milieu de laquelle le malheureux avait été interrompu. « C'est là ce même produit que j'allais tout le temps lui chercher, » dit Poole. Et il n'avait pas achevé sa phrase que la bouilloire déborda à grand bruit. Ceci les amena vers la cheminée, auprès de laquelle le fauteuil était frileusement tiré, avec le nécessaire à thé tout disposé à portée de la main, jusqu'à la tasse garnie de sucre. Un rayonnage supportait quelques volumes. L'un d'eux gisait ouvert à côté du plateau à thé, et Utterson y reconnut avec stupeur un exemplaire d'un ouvrage édifiant pour lequel Jekyll avait maintes fois exprimé une vive estime et qui se trouvait ici annoté de scandaleux blasphèmes écrits de sa propre main. Et voilà, c'est ici que s'achève cet épisode de l'étrange cas du Dr Jekyll et de Monsieur Hyde en plein suspense. Prochain épisode, eh bien, nous découvrirons la fin de ce 8e chapitre intitulé La dernière nuit. Nous en apprendrons plus sur ce qui s'est passé, sur l'étrange cas du Dr Jekyll et de Monsieur Hyde. En attendant, je vous souhaite de passer une belle journée, de prendre soin de vous et puis de profiter de tout. Voilà, à très bientôt.